Comme elle est si proche de nous, nous avons établi que la Lune avait un fuseau horaire qui lui est propre. Nous l'appelons l'heure standard lunaire, mais elle ne correspond pas à l'heure sur Terre. Pour obtenir un équivalent, le calcul est un peu complexe, mais en termes simples, une année sur la Lune est divisée en 12 jours, chacun étant à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Chacun de ces jours a reçu le nom d'un astronaute différent qui a marché sur la Lune. La date de début de ce calendrier coïncide avec le moment où Neil Armstrong a marché sur la Lune. Ainsi, l'année lunaire 1, jour 1, a commencé le 21 juillet 1969, à 2h56 et 15 secondes, en temps universel. L'équipage spatial se prépare au lancement depuis plus de 3 ans. Les préparatifs en vue de l'atterrissage sur l'étrange corps céleste comprenaient la collecte et l'étude d'échantillons de roches dans le Grand Canyon, l'exploration d'anciennes formations volcaniques sur le site de sécurité nationale du Nevada et l'examen de cheminées de gaz et de magma, de lacs de lave et de cratères à divers endroits de l'archipel d'Hawaï. Pour pouvoir résister aux conditions de microgravité, ils ont appris à marcher en oblique en étant attachés et suspendus latéralement et en essayant de se déplacer le long des murs. Ils ont dû éprouver leurs limites en suivant un régime alimentaire et de sommeil intensif pour s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans l'espace. Il leur a fallu 3 jours, 3 heures et 49 minutes pour atteindre la surface de ce nouveau monde sur un site appelé la mer de la Tranquillité. Ils auraient pu opter pour l'océan des tempêtes ou la baie centrale, mais ils ont choisi cet endroit pour atterrir parce qu'il offrait une bonne visibilité et qu'il était relativement lisse et facilement atteignable avec le moins de propergol possible. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées en arrivant sur place, c'est que l'endroit sentait plutôt mauvais. Tout cela peut ressembler au début d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'histoire vraie de la façon dont la mission Apollo 11 a atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Depuis lors, la Lune a accueilli 12 visiteurs humains jusqu'à aujourd'hui. Nous la considérons comme notre voisine de l'espace, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce mystérieux objet céleste. Et cela ne devrait pas être une surprise, puisque la Lune nous montre en fait toujours le même visage. C'est parce que la Terre et son seul satellite naturel permanent sont en rotation synchrone, ce qui nous fait croire qu'elle reste toujours immobile. En réalité, elle n'est pas dans une position fixe et elle s'éloigne progressivement de la Terre de 4 cm par an. Crois-le ou non, la Terre et la Lune, bien que séparées de 384 000 km, influent beaucoup l'une sur l'autre. Si la Lune est en partie responsable des marées à la surface de notre planète, c'est en fait notre Terre qui est responsable des mouvements de la Lune. On les appelle les tremblements de Lune et ils durent bien plus longtemps que les tremblements de Terre, certains pouvant atteindre une demi-heure. La Lune peut nous sembler parfaitement ronde par une chaude nuit d'été, mais elle est en réalité ovale. Cette forme de citron est due à la force gravitationnelle de la Terre. Notre Lune présente davantage que des empreintes de pas lorsqu'il s'agit de traces humaines. En 1969, les astronautes américains ont laissé de nombreux objets à la surface de notre satellite, comme 2 balles de golf, un dessin du célèbre artiste Andy Warhol et un message de la reine Elisabeth II. L'une des dernières personnes à avoir marché sur la Lune à ce jour, un astronaute nommé Eugène Cernan, a griffonné les initiales de sa fille sur la surface en 1972. Comme il semble qu'il n'y ait pas de vent ou tout autre type de météo là-bas, les lettres TDC pourraient y rester à tout jamais. Il est possible d'être allergique à la Lune. Harrison Jack Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17, a passé quelque temps dans une vallée de la mer de la Sérénité, puis est remonté dans le module lunaire de l'équipage, mais il y avait de la poussière de Lune sur lui. Au moment où il a retiré sa combinaison spatiale, il a eu les yeux rouges, des crises d'éternuement et d'autres réactions allergiques qui ont duré. Comme la Lune a une atmosphère très fine, elle a des températures assez extrêmes, aussi bien chaudes que froides. Elles peuvent aller jusqu'à 93 degrés Celsius, mais près des pôles, elles avoisinent plutôt les moins 240 degrés Celsius. D'aussi loin que l'on se souvienne, les humains ont essayé de retracer le lien entre notre satellite naturel et la Terre, émettant des hypothèses pour expliquer pourquoi l'existence de la Lune nous affecte autant. Au Moyen-Âge, les scientifiques et les philosophes pensaient que pendant une pleine lune, certaines personnes étaient plus susceptibles de souffrir de différents problèmes de santé. Parce qu'ils voyaient ce lien inexplicable avec la pleine lune, les personnes présentant ces symptômes étaient qualifiées de lunatiques, ou parfois encore plus littéralement, de malades de la Lune. Les humains ne sont pas les seules créatures vivant sur Terre qui soient affectées par les cycles lunaires.
Les propriétaires de chiens sont 28% plus susceptibles d'emmener leur animal aux urgences vétérinaires pendant une pleine lune. Tu penses peut-être que c'est la raison pour laquelle les loups ont cette préférence pour hurler à la pleine lune, surtout dans la culture populaire. Mais les scientifiques n'ont pas pu prouver de lien entre le comportement des loups et les cycles lunaires, alors c'est peut-être tout simplement un mythe. Le plus grand cratère connu de notre système solaire se trouve aussi sur notre Lune et s'appelle le bassin pôle sud Aitken. Cette formation géante est située sur la face cachée de la Lune et mesure 2500 km de diamètre. L'un des nombreux éléments que nous n'avons pas encore totalement compris à propos de notre satellite, ce sont les éclairs de lumière inhabituels que l'on peut parfois voir à sa surface. Les scientifiques ont nommé ces éclairs phénomènes lunaires transitoires ou PLT en abrégé, et ils ont été observés dans le monde entier depuis des siècles. L'un des premiers exemples de PLT remonte à 1178, lorsque des moines de Canterbury ont affirmé avoir vu une torche enflammée à la surface de la Lune après le coucher du Soleil. Les PLT ne sont pas simplement des éclairs lumineux. Les rapports détaillent également d'autres événements inhabituels comme des brumes semblables à du gaz, des colorations rougeâtres, vertes, bleues ou violettes, ou même l'assombrissement de certains endroits sur la Lune. Est-ce que quelque chose d'étrange se passe avec notre satellite? Est-ce le début ou avons-nous seulement commencé à les remarquer avec les nouveaux équipements d'études de l'espace que nous avons aujourd'hui? Les scientifiques ont élaboré de nombreuses théories différentes pour essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de ces événements. Ces éclairs inhabituels sur la Lune pourraient être causés par n'importe quoi, des impacts météoriques à l'activité électrostatique. Il est difficile de trouver l'explication de chaque événement, car la plupart de ces épisodes ne sont attestés que par un seul observateur sur Terre ou depuis un seul endroit. Le fait qu'il y ait une activité sismique notable sur la Lune peut aussi expliquer pourquoi nous pouvons parfois voir des éclairs de lumière inhabituels à la surface de notre satellite. Lorsque la surface de la Lune bouge, cela peut provoquer l'éruption de différents gaz réfléchissant la lumière, ce qui peut expliquer ces développements lumineux. Certains scientifiques ont même suggéré qu'une activité géologique résiduelle pourrait également en être la cause. C'est d'autant plus surprenant que nous avons toujours considéré la Lune comme un monde sans vie. As-tu déjà remarqué que notre Lune peut changer de couleur? Il existe en fait de nombreuses explications scientifiques à cela. La Lune semble être d'un gris teinté de brun lorsqu'on la regarde depuis l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'on la regarde depuis la surface de la Terre, la Lune semble changer de couleur en fonction de divers phénomènes. La Lune vue près de l'horizon sera très probablement jaune ou teintée de rouge. Une lune de couleur bleue, plus rare, indique que l'on regarde notre satellite à travers une atmosphère transportant de grandes particules de poussière. La Lune peut même apparaître violette à certains moments, mais la cause de cette teinte spécifique est encore sujette à débat. Le fait que nous ne sachions pas exactement quelle quantité d'eau il y a à la surface de la Lune n'est pas la principale raison pour laquelle nous ne nous installons pas déjà là-haut. Il semble que les radiations soient les principales responsables. Des études récentes ont montré que la surface de la Lune avait un taux de radiation 5 à 10 fois plus élevé que celui que tu subis lors d'un vol transatlantique. Cela signifie qu'il est 200 fois plus élevé que le taux à la surface de la Terre. Lors de futures explorations lunaires, comme le projet Artemis par exemple, les scientifiques doivent prendre cela en considération pour ne pas exposer les astronautes. Nommé d'après la déesse Artemis, sœur d'Apollon, ce programme vise non seulement à placer des astronautes sur la surface lunaire à l'avenir, mais aussi à y construire une sorte de colonie pour étudier la Lune dans des conditions sûres. Alors que le projet a débuté en 2017, la première mission prévue doit être lancée à l'été 2022, avec une durée estimée de 25 jours. L'engin spatial sans équipage devrait atteindre l'orbite lunaire et revenir en toute sécurité avec suffisamment de données pour la prochaine mission comportant 4 astronautes prévue en mai 2024. Artemis 3, 4 et 5 devraient être lancés respectivement en 2025, 2026 et 2027, chacun ayant une durée prévue d'environ 30 jours. Tu te réveilles un matin et tu regardes les nouvelles en prenant ton petit café. « Ils ont encore réussi! Sacré scientifique !» crie le présentateur du journal télévisé. Un rapport a été publié il y a quelques jours. La Lune s'éloigne de plus en plus de l'orbite de la Terre. Sa distance augmente de 5 cm par an. Au cours des 2000 dernières années, elle s'est ainsi éloignée de 660 cm au total. Ce n'est pas une distance trop importante, mais la nouvelle a quand même affolé les gens et les a inquiétés.
Ils se sont rassemblés autour de la planète et se sont unis pour essayer d'empêcher la Lune de sortir de l'orbite de la Terre, même si elle ne quittera pas réellement son orbite avant 1 milliard d'années. Mais tout le monde était concentré sur les avantages de la Lune d'autrefois. Il est évident que la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, n'aurait pas évolué pareil sans son existence. La Lune contrôle les marées et les molécules de l'atmosphère. Sans elle, les humains, en particulier, n'auraient pas évolué. C'est pourquoi, en raison de la reconnaissance envers la Lune, les hauts gradés ont ordonné aux meilleurs scientifiques de trouver une solution pour la rapprocher de la Terre. Un moteur à propulsion géant a été construit sur la face cachée de la Lune. Il a été allumé et les propulseurs ont essayé de pousser en avant. Mais la force de départ n'a pas été assez forte pour pousser la Lune. Au lieu de cela, il a incliné l'axe de la Lune, la faisant tourner lentement. Alors que la Lune tournait, les scientifiques se sont empressés de l'éteindre avant que le moteur n'atteigne sa pleine puissance, car il se dirigeait hors de sa trajectoire. L'état-major n'était pas d'accord et leur a ordonné de poursuivre l'objectif. Les scientifiques ont insisté sur le fait que les calculs n'étaient pas corrects et qu'ils ne savaient pas exactement ce qui pourrait se produire. Leurs préoccupations ont été ignorées et ils ont dû simplement regarder comment la puissance des moteurs augmentait. Les moteurs ont lentement poussé la Lune et la distance a diminué. Mais comme elle a été donnée au mauvais moment, l'angle visé allait créer des complications. La poussée et la gravité de la Terre ont assuré que la Lune suive l'orbite à une distance réduite. Mais avec la combinaison de la poussée initiale sur un angle indirect, la Lune a été dirigée loin de la Terre et s'est rapidement éloignée de sa trajectoire sur le point de quitter complètement l'orbite. Alors que tu finis ton petit déjeuner et que tu éteins la télévision, tu sors pour regarder la Lune. Elle est bien au-dessus de toi et apparemment en bon état. Le présentateur du journal télévisé a sûrement exagéré. Tu te remets au travail. Les problèmes de la Lune ne sont plus qu'une question accessoire. Même si c'était vrai, comment cela pourrait-il affecter ta journée ? La matinée semble donc normale, un jour comme les autres au bureau en fin de compte. Pendant ta pause déjeuner, tu vas en ville et tu remarques en chemin que le vent se lève, devient plus fort et plus froid. Ça doit être une tempête qui approche. Tu vérifies rapidement l'état de la Lune. Elle semble plus petite, environ la moitié de la taille qu'elle avait ce matin. Mais c'est le milieu de la journée, donc elle est censée être de sa taille, n'est-ce pas ? Après avoir terminé ton repas au restaurant, tu pars et constates qu'il fait plus sombre. Le vent est beaucoup plus fort qu'avant, mais il n'y a pas de nuages d'orage dans le ciel. Les gens dans les rues observent le ciel, marqué par quelque chose, probablement une éclipse. Alors que les gens commencent à courir frénétiquement dans les rues, tu regardes au-dessus de toi et tu ne vois pas la Lune. Confus, tu décides de rentrer chez toi pour la journée. En arrivant chez toi, tu allumes la télévision. Le présentateur du journal télévisé, plus grave qu'avant, explique que la Lune a quitté l'orbite de la Terre et se dirige vers l'espace. La perte de la Lune signifie que le cycle quotidien a changé. Il n'y a plus que 6 à 12 heures de soleil par jour et plus de 1000 jours par an. Je vais devoir travailler 2 fois moins, tu te dis avec enthousiasme en levant les bras en l'air. L'absence de la Lune crée un monde complètement différent. C'est la gravité de la Lune qui maintient la Terre en place à un angle de 23,5 degrés, ce qui garantit les conditions météorologiques et les journées normales auxquelles nous sommes habitués. Déconcerté par toutes ces informations scientifiques, tu sors pour vérifier que tu n'es pas victime d'une blague. La semaine de travail plus courte semble trop belle pour être vraie. En regardant le ciel, tu remarques que les étoiles sont plus brillantes que jamais. Tu peux clairement voir les contours de la Voie lactée. Les étoiles sont bien plus nombreuses que dans ton souvenir et Vénus brille bien plus que toutes les autres. C'est un spectacle magnifique, mais tu ne sais pas si la clarté du ciel nocturne valait la peine de faire disparaître la Lune. Tu n'as jamais été intéressé par l'astronomie. Tu décides d'aller te coucher. C'est une bonne idée de s'adapter au nouveau cycle du jour et de la nuit. Tu règles ton réveil sur 2 heures. Cela devrait être assez long, te dis-tu joyeusement. Demain, c'est samedi après tout. Tu dois te lever tôt pour aller surfer. Tu dois profiter des vagues de la marée haute. Tu te réveilles, tu prépares tes affaires et tu vas à la plage. Les nouvelles à la radio expliquent comment la Terre est maintenant plus vulnérable aux astéroïdes sans la Lune. Ensuite, ils parlent de certains problèmes avec les marées
Quelque chose comme le fait que la marée est maintenant un tiers de l'envergure qu'elle avait avant. Tu ne sais pas comment cela peut affecter les vagues. Peut-être que cela signifie qu'elles seront plus grandes. Tu te gares sur la plage, tu prends ta planche et tu regardes vers l'endroit où les vagues sont censées être. Ça devrait être la marée haute, mais la mer est bizarrement beaucoup plus loin que d'habitude. Tu passes facilement sur la contrainte de devoir marcher vers l'eau. Après une longue marche pleine d'enthousiasme vers les vagues déchaînées, ton humeur change à mesure que tu t'approches et tu regardes bêtement les petites vagues. Bouleversé, tu rentres chez toi. En conduisant, tu écoutes les nouvelles et tu fais plus attention aux informations fournies. À la place des saisons structurées, il n'y a que des schémas météorologiques imprévisibles. Les vents sont plus rapides et plus forts, ce qui crée des tempêtes plus puissantes, mais à certains endroits, rien ne change. L'équateur n'est plus forcément toujours chaud. Les pôles ne sont pas constamment froids. Les profondeurs de l'eau diminuent. Les marées s'ajustent uniquement à la gravité du Soleil, réduite à un tiers des profondeurs d'avant la Lune. Partout dans le monde, les mers changent d'altitude, rétrécissent au niveau des pôles et le volume d'eau autour de l'équateur se déplace. La Lune régule les marées et fournit les changements périodiques qui sont un élément clé pour aider à la vie sur Terre. Les formes de vie aquatique se déplacent vers les bas-fonds du monde entier. Les cycles de vie d'importantes formes de vie microbiennes ont été bouleversés. Tu ne pouvais pas imaginer que quelque chose d'aussi simple qu'un changement dans les marées pouvait être si important pour des milliards de formes de vie. L'eau et les précipitations, qui sont réparties sur toute la planète, ne peuvent plus assurer la subsistance là où elles le faisaient auparavant. Le climat est devenu plus extrême, plus chaud pendant de longues périodes et plus froid dans d'autres parties de la Terre. Au fil du temps, dans quelques milliers d'années, les déserts secs passeront à des périodes glaciaires. Ces changements intenses perturbent l'ordre naturel de toute chose pour la vie sur Terre. Non seulement la Lune contrôlait les marées et le temps, mais elle tirait les molécules de l'atmosphère en se déplaçant. Le mouvement désormais constant perturbe les molécules, créant des barrières pour l'évolution future. Tu rentres chez toi, bouleversé après avoir appris cette nouvelle décourageante. Non seulement tu ne pourras plus jamais surfer, mais toute la vie sur Terre va changer. Une ère de récession a commencé. Au cours de l'année suivante, la flore et la faune changent pour s'adapter à ce nouveau monde. Les animaux migrateurs qui se dirigeaient vers des pâturages plus verts ne trouvent rien du tout. Les oiseaux sont complètement désorientés par le changement des saisons. Les animaux qui hivernent entrent et sortent de leurs abris au mauvais moment, et la végétation a du mal à pousser en raison du manque de lumière du soleil. Les animaux nocturnes ne peuvent pas voir sans l'aide guidée du reflet de la Lune. Bien que Vénus soit la source de lumière la plus brillante lorsqu'il fait nuit, elle ne représente qu'un millième de fraction de la luminosité de la Lune. Les animaux prédateurs qui chassent la nuit ne sont pas capables de trouver leur proie, ce qui donne l'occasion aux petits animaux de prospérer. Bien que la vie sur Terre ait changé, elle continuera d'exister. Mais ces changements soudains constitueront un test pour tous les domaines de la vie. Au fil du temps, il sera très intéressant de voir quelles espèces se seront adaptées et auront évolué. Un monde où les rats et les souris seraient plus importants en raison de leur capacité d'adaptation pourrait faire émerger une nouvelle espèce dominante. Dans des millions d'années d'évolution, ce sont surtout leurs descendants qui prospéreront. Nous pourrions voir des souris herbivores de la taille d'un buffle traverser les plaines et des rats de la taille d'un tigre errer dans les jungles. Des souris arboricoles dotées de longs bras pourraient se balancer entre les branches. D'autres se déplaceront probablement vers les mers à la place des mammifères pour se nourrir de la vie aquatique. Des rats prédateurs aux grands yeux pourraient avoir des traits similaires à ceux des chauves-souris, avec écolocation et devenir les maîtres de la nuit. Toutes les nouvelles espèces qui apparaîtront, sans aucun doute, continueront à être suivies par les humains, où qu'ils soient. T'es-tu déjà demandé pourquoi la Terre n'a pas d'anneau ? Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en ont. Mais les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Deux théories décrivent la façon dont les systèmes d'anneaux se sont potentiellement développés. La première stipule que les anneaux seraient nés à partir de restes datant de l'époque où une certaine planète se formait.
Ou bien, comme l'avance la seconde, il pourrait être les restes d'une lune qui a été soit détruite lors d'une collision, soit brisée par la force gravitationnelle de sa planète mère. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les géantes gazeuses ont des anneaux, mais ils pensent que cela pourrait être dû au fait qu'elles se sont formées dans le système solaire extérieur. Les planètes rocheuses se sont formées dans la zone intérieure de notre système solaire. C'est pourquoi elles étaient mieux protégées des impacts et collisions potentielles qui auraient pu former des anneaux autour d'elles. Ou bien, la raison est que les planètes plus grosses ont un plus grand volume, ce qui permet à un système d'anneaux de rester stable. Certains scientifiques pensent que notre planète a bel et bien eu un système d'anneaux il y a longtemps. À ses débuts, un objet de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui a probablement donné lieu à un anneau dense de débris. Mais son système d'anneaux a très vite fusionné. Et c'est ainsi que notre Lune s'est formée. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau à environ 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus ancienne source d'eau que nous connaissions. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il en a 13,8 milliards. Ce nuage inhabituel est aussi la plus grande source d'eau que nous connaissions. Il contient 140 trillions de fois la quantité d'eau que la Terre contient dans ses océans. C'est colossal. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce nuage de vapeur est en quelque sorte en train de nourrir un trou noir. Il pourrait contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour aider son trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. Nous savons tous que la Terre a une lune. Mais il y a 2 autres astéroïdes, 3753 Kruitne et 2002 AA29, verrouillés dans des orbites co-orbitales avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec elle, si bien qu'il semble suivre la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre, 2002 AA29, suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique le rapproche de nous tous les 95 ans. On pourrait s'attendre à ce que Neptune soit un endroit extrêmement froid et sombre. Après tout, c'est une géante de glace située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune ne reçoit pas une grande quantité de lumière du Soleil, si bien qu'à midi, la luminosité y est semblable au crépuscule sur notre planète. Mais cette géante de glace semble créer sa propre chaleur. Pour être précis, 2,6 fois plus de chaleur qu'elle ne reçoit de Soleil. Cela est probablement dû à toute la pression qui règne près du noyau de la planète. Elle construit et libère de l'hydrogène qui maintient le centre de Neptune à une température folle de 5150 degrés Celsius. Mais son atmosphère est encore assez froide. La température varie entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius. À quelle forme penses-tu lorsque quelqu'un mentionne les tempêtes ? Probablement aux longs ovales des ouragans et aux cônes des tornades. Mais cela n'est valable que sur Terre. Au pôle nord de Saturne, une tempête fait rage depuis au moins 40 ans. Et elle a une forme hexagonale. Une forme aussi bizarre a probablement quelque chose à voir avec les gaz turbulents de Saturne, ou peut-être même avec les jets zonaux qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans une région de pression extrêmement élevée. T'es-tu déjà demandé pourquoi les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles le font ? Le fait est que si tu étais dans l'espace, tu ne les verrais pas du tout scintiller. La raison pour laquelle nous voyons les étoiles scintiller est due à l'atmosphère de la Terre. La lumière de la taille d'une épingle provenant d'une étoile frappe l'atmosphère. L'atmosphère la réfracte ensuite, ce qui envoie la lumière en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes nous paraissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Et oui, leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère. Mais ces mouvements s'annulent mutuellement. C'est pourquoi nous ne voyons pas de scintillement, mais seulement une lueur régulière. Dans certaines régions, tu peux ressentir de grands changements de température. Par exemple, dans le Montana, où en une seule journée, les températures sont passées de moins 48 à 7 degrés Celsius. Cela semble beaucoup, mais c'est insignifiant comparé à Mercure, où les températures ont tendance à varier de plus de 600 degrés Celsius en une seule journée. Elles commencent à moins 170 degrés la nuit et montent à 430 degrés Celsius pendant la journée. Imagine la valise que tu devrais préparer pour une seule visite de 24 heures sur Mercure. Pourquoi l'atmosphère de notre planète natale ne s'évapore-t-elle pas pour disparaître dans le vide de l'espace ? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont notre atmosphère est composée ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules subissent l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai,
si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ses molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et elle a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste au même endroit. Quand tu penses au volcan, tu imagines probablement de la lave chaude et fondue qui en sort. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne sur Terre. Dans l'espace, les volcans peuvent cracher du méthane, de l'eau ou même de l'ammoniac. Là-haut, un volcan peut aussi cracher des matériaux spécifiques qui gèlent lorsqu'ils entrent en éruption. Ils se transforment alors en vapeur gelée et en une sorte de neige volcanique. C'est un phénomène courant sur les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que sur Pluton et sur Titan, la lune de Saturne. On les appelle les cryovolcans, et Io en abrite des spécimens extrêmement actifs. Là-bas, tu verras des centaines de cheminées avec des panaches de vapeur gelée qui s'étendent sur environ 400 km. Et les véhicules de la NASA ont même capturé certaines éruptions en temps réel. Boum! Planètes, lunes, astéroïdes, comètes, étoiles, tous ces objets peuvent entrer en collision. Et les galaxies aussi. Notre galaxie, la Voie lactée, est à 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Les astronomes pensent que la Voie lactée est sur une trajectoire de collision qui détruira les deux galaxies dans un avenir lointain. Ou du moins, les galaxies telles que nous les connaissons. Elles se rapprochent de plus en plus vite l'une de l'autre à un rythme effréné, 402 000 km/h. Ce sera chaotique et de nombreuses planètes et étoiles ne survivront pas à la collision. Finalement, ces deux entités massives fusionneront et se transformeront en une galaxie complètement nouvelle et méconnaissable. Mais ne t'inquiète pas, les scientifiques pensent que cela ne devrait pas se produire avant 4 milliards d'années. Si tu veux fusionner deux morceaux de métal, tu sais déjà que la seule façon de le faire est d'appliquer de la chaleur pour que ces morceaux atteignent leur point de fusion. Dans l'espace, tu n'as pas besoin de chaleur pour faire une telle chose, ni d'aucune action particulière d'ailleurs. On appelle cela la soudure à froid, et un tel phénomène se produit lorsque tu fais glisser les pièces de métal les unes sur les autres. Dans ce cas, elles usent leur couche d'oxyde protectrice. Sur Terre, ces couches les empêchent de fusionner, mais dans l'espace, ce type de protection disparaît. C'est pourquoi les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre morceau. Et voilà, ils ne font plus qu'un sans aucun effort. Les scientifiques ont longtemps pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire où une activité tectonique était en cours. Une activité tectonique signifie que les plaques sous la croûte terrestre sont en mouvement. Ce processus libère de la chaleur qui déforme ensuite la surface de la Terre et entraîne son rétrécissement. Mais nous savons maintenant que cela se produit aussi sur d'autres planètes. Mercure rétrécit aussi, et les scientifiques l'ont découvert en 2016 lorsque la sonde spatiale Messenger a tourné autour de la planète et a renvoyé des données importantes. Elle a révélé qu'il y avait des reliefs semblables à des falaises, connus sous le nom de cicatrices de faille, à la surface de Mercure. Comme ces reliefs sont relativement petits, ils ne se sont probablement pas formés il y a si longtemps. Cela signifie que Mercure se contracte toujours, même 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire. La grande tache rouge de Jupiter rétrécit aussi. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète. Elle est rougeâtre, de forme un peu ovale et large de plus de 16 000 km. Oui, c'est assez gros pour avaler la Terre. Et maintenant, elle rétrécit lentement mais sûrement depuis quelques siècles. La grande tache rouge n'est qu'une des nombreuses tempêtes à haute pression qui se produisent sur Jupiter en raison de tous les gaz qui s'y trouvent, ce qui fait de Jupiter une géante gazeuse. Mais ce n'est pas parce qu'elle rétrécit que la grande tache rouge va s'éteindre de sitôt. Elle est même en train de devenir plus haute.